à tous, bienvenue dans votre journal d'actualité du district de Nyon. Au sommaire de ce 1er mars, on fera le bilan des hivernales avec le président Jay Reuter. On s'intéressera également au carnaval de Genelier et de Chavannes-de-Baugy. Et puis on s'intéressera aux futurs projets proposés par les deux associations d'abord opposées qui se sont finalement réunies. 24.9 Agir pour accueillir et accueillir raisonnable. Pour commencer, retour sur la vague de froid qui a envahi la Suisse depuis la semaine dernière. À Nyon, le château de Nyon a fermé ses portes au public quelques jours et jusqu'à vendredi, tandis que la CGN garde ses bateaux au port puisqu'ils ne naviguent plus à cause du froid. Du côté des rives, c'est un fabuleux spectacle qui s'est offert aux riverains. Vous avez d'ailleurs été nombreux à prendre plusieurs photos. Rodolphe Henner a également promené sa caméra en balade. Regardez. Malgré le froid et prête à braver toutes les tempêtes, Amanda Schwander continue de servir la soupe populaire aux plus démunis à Nyon. Nous l'avons suivi d'ailleurs lundi soir, c'est Florian Cavalieri qui y était. Amanda Schwander, on vous a connu à la base de votre projet de soupe populaire. Là, on est en pleine période de froid, alors comment ça marche ? Alors, ça marche bien, on a de plus en plus de monde. Et puis là, c'est pas grave s'il y a du vent, hein. Ils ont encore plus besoin. Mais oui, ça marche super bien, on a eu pas mal de monde la semaine passée. Merci aux bénévoles aussi qui ont donné beaucoup d'affaires, notamment des vestes chaudes. Ils se sont servis, des bottes, des chaussures, c'était très bien. Ce soir, c'est pas la soupe maison, mais par contre, demain soir, c'est la soupe maison faite par un bénévole d'entrée de secours. Mercredi, normalement, il y a une dame que je remercie beaucoup, Madame Pascal, qui, elle, fait des choses maison. Elle a fait notamment un risotto maison. L'élan de solidarité que vous attendiez de la société civile, il est là, les bénévoles viennent, sont venus à votre rencontre. Oui, j'ai énormément de bénévoles. Il y en a, en fait, c'est très marrant parce qu'il y en a qui préfèrent rester dans l'anonymat. Mais par contre, devant leur poste, ils laissent des affaires et puis j'ai plus qu'à passer. Qu'est-ce que vous pensez de cette soupe populaire ? Je trouve ça génial. Enfin, je suis passée plusieurs fois ici, puis je suis assez admirative de tout ce qu'il y a comme organisation. Ouais. Ça vous donne envie de rejoindre le mouvement presque ? Oui, alors oui, ça oui. Ça m'a donné envie de faire la même chose en tout cas. Il y a plusieurs bénévoles qui m'ont proposé des fonds, mais j'ai pas pu les accepter parce qu'il faut ouvrir un compte. C'est un peu compliqué pour l'instant parce qu'il faut attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Mais je prévois ça pour l'année prochaine. Pour l'instant, on fait un peu, comme on dit, système D. C'est génial, c'est super gentil. Je trouve ça super. Et qu'est-ce que ça vous inspire des gens qui dorment dans la rue aujourd'hui où il fait moins 16 ? Aujourd'hui, on a envie de pleurer, hein. Vraiment. Les autorités locales, est-ce qu'elles vous soutiennent ? Est-ce que vous avez le soutien que vous souhaitiez ? J'ai le soutien de Madame Schmutz. Et puis j'ai le soutien aussi de la commune de Nyon, sport et animation. Donc en général, oui, ils me soutiennent. De la part des gens à qui vous servez cette soupe populaire, quels sont les retours ? Alors ils sont très reconnaissants. Il y en a certains qui rigolent toujours parce qu'ils disent oui, ils trouvent ça sympa et tout, mais ils savent pas trop, ils comprennent pas trop. Il y en a qui ont peur aussi, il y a des gens qui ont un peu peur, ils se disent qu'est-ce que c'est ? Très belle initiative parce qu'à Genève, il y a beaucoup d'infrastructures et tout qui permettent de prendre le petit déjeuner, manger à midi et tout. À Nyon, il y a rien du tout, donc voilà, c'est la première. Félicitations à elle en tout cas. Il y a des gens à Nyon aussi qui ont des loyers, des apparts, j'en connais beaucoup, qui sont obligés de se serrer à deux dans un appart et qui n'ont pas les moyens de financer leur alimentation jusqu'à la fin du mois. Donc ces personnes, en général, je leur mets de côté
et puis ils passent les prendre. Je trouve que c'est vraiment une initiative vraiment humaine et sincèrement qui est vraiment heureusement que ça préoccupe quelqu'un parce qu'effectivement il y a vraiment besoin à notre époque, même si on a un habitat sur le toit, c'est pas forcément le social qui nous aide à 200%, même si ça devrait être le cas, c'est pas le cas. Et merci, Dieu merci qu'effectivement il y a des gens qui se déplacent. Vous êtes là jusqu'à quand? On m'avait donné jusqu'à la fin février, mais moi je vais continuer jusqu'à fin mars. Je vais essayer de faire un rappel jusqu'à fin mars parce que je pense que le froid va continuer jusqu'à fin mars. Et l'année prochaine, alors vous avez déjà pris rendez-vous, vous serez là? Je serai là, oui. Les associations 24.9 Agir pour accueillir et Accueil raisonnable ont fait une proposition commune à la municipalité. On en parle avec le président de l'association 24.9 Agir pour accueillir, David Soji. Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors dites-nous, sur quoi êtes-vous finalement tombé d'accord pour ce projet ? Alors, on est tombé d'accord essentiellement sur l'idée de fixer un cadre pour le communiquer à la municipalité pour qu'elle puisse travailler dans la bonne direction, puis qu'elle puisse concevoir le projet qui fédère le plus de monde pour une deuxième étape. Il s'agit essentiellement... projet, c'est donc 2 bâtiments. L'idée, ça serait de faire 2 bâtiments sur la même parcelle que s'était proposé le 24 septembre. Pertan-Usterie, exactement. Et puis, donc, un bâtiment pour les migrants et un bâtiment d'utilité publique dans lequel il pourrait se développer tout un tas de choses d'utilité publique, comme des logements pour les personnes âgées, pour des jeunes, des salles pour des sociétés. Enfin, tout ça, c'est à voir et à discuter. Et les désaccords, du coup, quels sont-ils ? À ce stade, il n'y a plus beaucoup de désaccords parce qu'on s'est rencontrés et puis on a passé en revue à peu près tous les points qui étaient des points de désaccord lors de la campagne des votations. Et puis on a essayé chacun de faire des pas les uns vers les autres afin de gommer ces points de désaccord et d'arriver avec une solution, comme je disais, qui fédère tout le monde dans la bonne direction, j'espère. Aujourd'hui, est-ce que du coup vous diriez que cette campagne, finalement, elle était inutile ? Non, au contraire, je pense qu'elle était utile parce que ça a permis d'écouter la population, ça a permis de discuter avec les opposants et puis ça a permis de voir justement comment on pouvait se rapprocher pour faire un projet qui va être consensuel. Et puis, suite à la diminution constante de l'arrivée des migrants, l'EVAM elle a fermé le dernier abri PC qui existait à Nyon. Aujourd'hui, donc, comment est-ce que vous voyez l'utilité de ce foyer toujours à Nyon ? Alors, je pense qu'on ne peut pas vraiment parler de diminution des migrants. On sait qu'il y a toujours autant de migration. C'est juste la Suisse qui a un peu fermé ses portes en ce moment. Donc, on en a moins en Suisse, mais il n'y en a pas moins dans le monde. On sait que dans le futur, il n'y en aura pas moins dans le monde parce que la situation géopolitique ne va pas s'améliorer. Et puis, on parle d'un projet qui pourrait voir le jour sous 3, 4, 5 ans. Donc, on est dans un projet à moyen long terme. On n'est pas ici pour trouver des solutions d'urgence. Donc... Aujourd'hui, certaines personnes parlent d'un subterfuge du côté de l'EVAM d'avoir fermé finalement cet abri PC pour finalement proposer plus tard ce foyer. Est-ce que ce n'était pas plutôt un petit peu forcer la main ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Non, je ne pense pas que c'était forcer la main. Je pense que chaque fois qu'on peut fermer un abri de protection civile, c'est une bonne chose parce que les conditions de vie dans l'abri de protection civile sont assez déplorables. Donc il faut trouver des solutions. On a une responsabilité au niveau de la Suisse, au niveau du canton de la Suisse, de l'Europe, d'accueillir un certain nombre de réfugiés. Puis on doit le faire dans les conditions les plus dignes possibles. Et aujourd'hui, ces conditions d'urgence, comment est-ce qu'elles seront du coup mises en place avec ce foyer ? Est-ce qu'elles pourront quand même exister ? Alors, une fois que le foyer sera là, oui, on aura la possibilité d'accueillir, on espère entre 70 et 90 réfugiés dans ce foyer. Et puis, normalement, on a demandé à ce qu'il soit modulable pour justement pouvoir s'adapter en fonction des flux migratoires, pour pouvoir accueillir des familles, des gens seuls, et puis que tout ça, ça soit vraiment un bâtiment qui puisse accueillir dans de bonnes conditions et en cas d'urgence. Vous avez parlé de 70 à 80 personnes. Là, quelque part aussi, c'était une concession, puisqu'au départ, vous vouliez en accueillir environ 180. Est-ce que ce choix, il était voulu, nécessaire, ou finalement, c'était pour avoir un compromis aujourd'hui pour ce futur projet ? Alors je pense que c'est un choix raisonné qui est arrivé dans la discussion où tout le monde a fait un effort, enfin un pas vers l'autre. Les opposants voulaient moins que 80, nous on voulait plus que 80, et puis on arrivait à peu près à ce consensus. Et puis on a également donné la parole à Sacha Soldini, vice-président du comité Accueil raisonnable, au micro de Florian Cavalieri.
Les deux associations se sont rencontrées dans le courant du mois de janvier pour élaborer finalement un projet qui pourrait être acceptable et digeste pour tout le monde. Étant donné que par référendum, le peuple a refusé le projet initial qui prévoyait 108 ans de place, on arrive vers quelque chose de beaucoup mieux dimensionné et beaucoup plus acceptable pour tout le monde. On est arrivé à être d'accord sur la taille plus ou moins du projet, à savoir une fourchette entre 70 et 90 personnes hébergées dans ce qui est le bâtiment pour l'EVAM et un bâtiment sur la même parcelle dédié aux personnes âgées, aux aînés, aux seniors plutôt, et aux jeunes en difficulté pour trouver des logements, ce qui est assez fréquent quand même dans la région. Donc on est assez content parce qu'on arrive à faire finalement d'une pierre deux coups. On offre l'opportunité à une plus grande mixité sur cette parcelle, et ça on voit ça d'un très bon œil. D'autant plus que le bâtiment, le projet demande à ce que le bâtiment exploité par l'EVAM soit réalisé par la commune et ensuite loué à l'EVAM. Il y avait une troisième association qui avait pris part à cette bataille autour du référendum du 25 septembre. C'était Nyon Responsable, et là, Nyon Responsable n'a pas pris part à ces négociations. Écoutez, non, parce que finalement, Nyon Responsable et Accueil Raisonnable, on avait pas mal travaillé de concert pendant la période de référendum. Suite à cela, on a été convoqué, on a trouvé une date pour travailler ensemble avec 24-9. Alors maintenant, je ne sais pas ce qui a été pris au niveau des contacts par rapport à Nyon Responsable, mais en tout cas, ils vont être informés. Ils ont été informés par rapport à ce qui s'est passé dans le cadre de cette discussion, et j'espère que le projet leur conviendra. On quitte votre casquette de vice-président d'Accueil Raisonnable pour reprendre celle de conseiller communal. Vous aviez déposé un postulat intitulé « Un plan B pour l'accueil des migrants primo-arrivants » avec une possibilité de déclasser un terrain au nord de Nyon, un terrain situé vers l'As. Où en est-on avec ce dossier ? Alors, ce dossier est parti, donc était envoyé en commission par le conseil communal. On attend que la commission siège pour ce postulat. Et suite à cela, on aura une réponse, j'espère, du canton assez rapide, et puis on pourra imaginer le futur pour les éventuelles autres parcelles, parcelles d'assolement dans le canton pour des projets comme des projets pour les VAM. Mais cet accord entre Accueil Raisonnable et l'association 24.9 ne vient-elle pas couper tout l'effet de ce postulat ? Non, pas forcément, mais écoutez, vous savez, on est obligé de trouver des solutions. Donc là, on a une solution qui se profile quand même assez bien avec ce qui a été proposé par les deux associations. On a toujours le postulat du plan B qui parle d'une parcelle à l'As qui sera traité par une commission. On attend les réponses, mais le projet le plus approprié l'emportera forcément. David Sogi, on vient d'entendre Sacha Soldini, et puis j'aimerais vous poser une dernière question. La municipalité avait annoncé, notamment arriver aussi avec un projet. Pourquoi du coup avoir pris les devants avec vos deux associations ? Alors l'idée c'était de communiquer à la municipalité le cadre dans lequel les deux associations qui avaient été parties prenantes lors de la votation auraient voulu que le deuxième projet se fasse pour éviter un maximum d'opposition et puis qu'on retombe dans une espèce de guerre politique autour des désaccords potentiels. Cette guerre politique, elle aurait été quelque part pas voulue ? Non, effectivement. D'accord. Et puis, j'aimerais revenir, parce que si je dis guerre politique, c'est que vous aviez des mots assez forts lors de la campagne en septembre. Vous disiez que vous étiez, avec cette association, lobbyiste du migrant à Nyon. C'était vos mots. Et quelque part, ce lobbyisme, il continue d'exister par des actions plus simples. C'est toujours une manière de toucher et vous rapprocher des gens, des Nyonnais. Oui, effectivement. On a toujours cette partie où on fait un peu de la politique et puis comme on a fait avec Accueil Raisonnable, on travaille là-dessus. Et puis on a aussi toujours des actions qu'on fait ponctuellement pour informer la population et puis garder toujours dans l'esprit des Nyonnais qu'il y a cette potentialité d'avoir un centre de réfugiés et puis que les Nyonnais apprennent à connaître les réfugiés et puis dédiaboliser ce sujet. Ces actions, c'est notamment ce soir, jeudi 1er mars, dès 19h, avec le film Bunkers. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un petit mot de quoi parle ce film ? Alors, le film Bunkers, c'est un film qui a été réalisé par une réalisatrice, Anne-Claire Adège, qui est genevoise. Ça se passe dans un abri de protection civile à Genève. Et puis, c'est des images qui ont été prises par des réfugiés à l'intérieur de l'abri de protection civile. Elle en a fait un court-métrage. C'est assez prenant et puis c'est un peu vécu comme un coup de poing pour les gens qui le voient. On voulait montrer un peu un abri de l'intérieur à l'intérieur. On va y revenir justement et à la maison on vous propose un petit extrait et on revient juste après.
if you try to imagine a building of 3 floors, so the bunker is 3 floors under. You will never know what is the time now. If the sun shines, or is it the evening, it's 7 in the morning or in the night. You are in prison. Voilà, et David Sougy a parlé d'opération coup de poing, puisque vous pourrez visionner ce film à l'intérieur même de l'abri PC. David Sougy, pourquoi ce choix-là? Pourquoi mettre finalement les téléspectateurs carrément en immersion? Alors c'est un peu ce qu'a voulu. Le film est fort par sa bande son et puis par ses images, il est prenant. Puis on voulait augmenter encore cet impact en permettant aux gens de visionner ce film à l'intérieur de l'abri à Nyon pour qu'ils se rendent compte comment sont les conditions de vie à l'intérieur d'un abri, puis qu'ils voient une fois l'abri de l'intérieur. Et puis c'est donc ce soir, on l'a dit, le 1er mars à voir. Les inscriptions sont ouvertes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on doit réagir? Alors on peut s'inscrire encore tout l'après-midi, je pense. On a déjà un succès qui fait qu'on va devoir faire 2 séances, donc on a encore des places disponibles, et puis on fera 3 s'il faut. On peut s'inscrire au mail qui est 249nyon@gmail.com. David Sougy, merci d'avoir été avec nous, et puis on vous retrouve tout à l'heure dans le débat animé par Nasrat Latif avec Sacha Soldini. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. À vos maillots, la nouvelle piscine couverte du Caussy ouvrira tout bientôt ses portes. Ça sera dès le 15 mars. Petit tour des lieux. Les baigneurs de la côte pourront nager été comme hiver dans cette eau chauffée à 27 degrés. La toute nouvelle piscine couverte du Caussy ouvrira le jeudi 15 mars au public après 28 mois de travaux. Petit tour des lieux. Le bâtiment il est articulé de 2 manières. Donc il y a une partie hors sol, c'est la halle des bassins qui est derrière nous. On a un bassin à 8 lignes, 25 mètres pour la pratique de la natation, et on a un bassin d'apprentissage qui a une profondeur qui varie entre 60 et 1,30 m. Ces 2 bassins sont toujours ouverts sur le parc, sur l'espace public, qu'on a vraiment essayé de faire rayonner. On est plutôt fermé côté rue et on cherche vraiment des contacts sur la vie locale du quartier. Un bâtiment qui est généreux dans ses dimensions. La zone des vestiaires est largement équipée. Ça répond à ces notions de ce qu'on appelle pied propre, pied sale. Donc c'est un système en peigne où les utilisateurs vont entrer d'un côté, vont traverser les zones de cabines de change, et puis de l'autre côté, ils vont se retrouver pieds nus, en maillot de bain, tout le monde mélangé, hommes, femmes, pour ensuite emprunter le vaste pédiluve et remonter sur les bassins. Elle a été voulue dans des couleurs plutôt sombres, parce qu'on est en sous-sol, et parce qu'on souhaite aussi apaiser les gens. Et ces couleurs sombres sont plutôt propices à baisser le rythme cardiaque et à ce que les gens parlent doucement. Et peut-être que les enfants seront un peu moins excités qu'ils peuvent l'être quand ils vont à la piscine. Ouverte 82 heures par semaine du lundi au dimanche et durant toute l'année, la piscine offrira un accès permanent au public, mais aussi aux écoles et aux sociétés sportives. Donc il y a toujours 2 utilisateurs, On n'a jamais plus de 2 utilisateurs à la fois, c'est-à-dire école publique, public, club, par exemple. Donc sur temps scolaire, les écoles seront là, mais il y aura une ouverture aussi au public. Et puis le soir, quand le CNN sera là, il y aura toujours une ouverture au public avec des plages réservées pour des cours d'aquagym, nage pour les aînés, etc. C'est l'aboutissement de 6 ans d'études et de travaux. Le conseil communal a voté 3 fois sur cet objet, une fois pour un concours, une fois pour un crédit d'études, une fois pour un crédit de réalisation. Donc je pense que le conseil le voulait et que les citoyens le veulent et vont se l'approprier. Qu'est-ce qui sera fait du coup de la piscine du Rocher ? Alors, la piscine du Rocher a un préavis pour étudier sa rénovation. Donc on a profité du fait de l'ouverture de celle-ci pour fermer l'autre qui est en état
mauvais état. Et donc maintenant des études sont menées sur comment est-ce qu'il faut la rénover, et pour combien. Est-ce que c'est pas un luxe finalement d'avoir 2 piscines à Nyon? Alors certains penseront que c'est un luxe. Personnellement, et la municipalité aussi ne pense pas que c'est un luxe. Avec une ville de 25 à bientôt 30 000 habitants dans une dizaine d'années, nous aurons certainement besoin de 2 piscines. À noter également que la piscine du Cossy sera connectée au complexe scolaire situé juste à côté et qui entrera en fonction pour la rentrée d'août prochain. Un couvert à vélo et un parc viendront également finaliser cette nouvelle piscine qui aura coûté un peu plus de 16 millions à la ville de Nyon. À Nyon, les hivernales ont chauffé l'ambiance la semaine dernière. On en parle avec le président Jay Reuters. Merci, Jay Reuters, sans S, le FFO. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors du coup, quel est le bilan que vous pouvez faire pour cette 9e édition ? Alors un bilan réjouissant parce que malgré les températures qui étaient relativement fraîches avec la bise, on a eu 3 soirées complètes dans les grandes salles, donc 2 à la salle communale et une soirée complète à l'usine à gaz. On sait que le vendredi et le samedi, les lieux du off étaient bondés, donc on va dire que sur l'ensemble, il y a eu une magnifique fréquentation, une très bonne ambiance. Des soirées qui s'annonçaient même complètes avant l'événement. C'était d'ailleurs une première, c'était pour la soirée hip-hop. Est-ce que c'est une soirée, un genre dans lequel vous aimeriez aller et puis vraiment vous spécialiser ? Alors, je pense qu'on va rester musique actuelle au sens large. C'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années qu'on a une soirée hip-hop et qu'en général, ça fonctionne assez bien. Il faut se dire, c'est peut-être un petit peu, quelqu'un me le disait pendant le festival, le hip-hop a un petit peu remplacé ce que le rock était à une certaine époque. C'était un petit peu cette musique rebelle auquel les jeunes s'identifiaient. De nos jours, c'est peut-être plus le hip-hop. Donc, c'est clair que ça va être un style musical qu'on va garder, ce qui n'enlève pas qu'on puisse avoir du rock, peut-être pour les anciens, entre guillemets, et puis de l'électro aussi ou d'autres styles de musique. On voit d'ailleurs des images de la soirée rock pour le premier jour, mais j'aimerais revenir sur ce que vous dites. Vous avez dit la soirée hip-hop. Est-ce qu'on a pu lire d'ailleurs dans de nombreux journaux que le rap c'était mieux avant? Qu'est-ce que vous en pensez en tant que président? Alors moi j'ai envie de dire qu'avant c'était peut-être plus underground, donc c'était plus excitant entre guillemets, alors que maintenant c'est devenu peut-être plus commercial selon les groupes, donc c'est plus ouvert à tout public. Donc c'est clair que quand c'est un petit peu underground c'est plus excitant et puis on peut peut-être plus s'y attacher que quand ça devient commercial, mais bien que quand ça devient commercial, il y a un grand public qui y adhère, donc ça aussi sa place. Et du côté de l'intérieur des bénévoles, du côté de l'intérieur du festival, comment est-ce que les bénévoles ils ont vécu cette édition? Je crois qu'il y a eu pas mal de réaménagements, de différences, donc comment est-ce que ça s'est passé? Alors il y a eu des changements au niveau de l'organisation. On a eu des nouvelles personnes qui ont pris des postes importants, typiquement la coordination logistique. Il y a eu un magnifique article, pour ceux qui l'ont vu dans le journal La Côte, sur Alain Gallois qui reprend ce secteur qui est très important puisqu'il inclut également les bars et tout ce qui est lié surtout à la salle communale et le village. C'était une première avec ce village. Donc je pense qu'il a relevé le défi de manière très forte. En plus, il a été aidé par quelqu'un qui a vraiment repris aussi les bars, qui s'appelle Amandine Nutzler. Que vous pourrez d'ailleurs retrouver dans l'émission culturelle. Tout à fait. J'ai vu un joli reportage et je vous en remercie. Je pense que c'était bien de mettre en valeur cette personne. Elle n'était pas la seule, bien sûr, dans ce petit reportage. Quelque chose qui est beaucoup revenu, c'est une ambiance familiale. Tout le monde est là parce qu'on avait un parent qui existait là, qui travaillait à l'intérieur du festival depuis avant. Est-ce que cette ambiance familiale, elle existe toujours aussi du côté des artistes? Comment est-ce que vous gérez ça? Je pense que ça se développe de plus en plus. Ça a été vraiment une volonté depuis le début d'essayer justement de créer cet échange comme dans une famille. Alors on n'a tous pas besoin d'être d'accord sur la manière de communiquer les uns avec les autres ou de faire les choses, mais on doit respecter les choix de chacun et puis en fait se dire on va essayer de faire que l'événement dans son ensemble va aller de l'avant de manière positive. Donc c'est vrai qu'il y a eu des magnifiques échanges entre bénévoles et responsables, entre bénévoles et artistes, entre public et bénévoles. Donc c'était vraiment, de ce côté-là, une magnifique édition. Il y a même quelqu'un qui m'a appelé Papa J, donc ça m'a fait plaisir. Et voilà, je pense que oui, on est en train d'arriver à mettre en place, à travers les années, cette structure où c'est vraiment un membre d'un secteur qui va peut-être chercher un ami ou un membre de sa famille pour rejoindre le secteur s'il y a besoin d'avoir un remplacement ou d'augmenter le staff. Et ça est en train de se mettre en place. En train de se mettre en place et pourtant, on arrive déjà à la 10e édition. Ça sera l'année prochaine du 28 février au 3 mars. Du coup, qu'est-ce que vous nous réservez? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Un petit secret entre nous. Alors, le petit secret qui n'est pas vraiment un secret et qu'on peut plus ou moins être sûr, c'est qu'il n'y aura pas l'usine à gaz.
qui reste quand même le deuxième lieu le plus... Voilà, qui devrait être l'usine actuelle en rénovation, plus l'extension qui sera en construction. Là, vous perdez quelque part. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour gérer avec cette perte de l'usine à gaz ? Il y a déjà 2-3 pistes de réflexion qui ont été faites. Alors, je ne vais pas les nommer parce qu'il y en a qui pourraient être frustrés qu'on ne les mette pas en place, mais ça peut aller de potentiellement une tente un peu dans l'esprit de Vision du réel qui boucherait la rue des Marchandises devant la salle communale où on pourrait éventuellement avoir des concerts, comme ça pourrait être de partir dans plus de petits lieux à travers la ville et de développer aussi le off, puisque le off devient tranquillement saturé en termes de place. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour cette 10e édition ? De faire un joli anniversaire, que tout le monde en profite. Très bien, merci d'avoir été avec nous et puis il me reste à vous souhaiter, je crois, de bonnes vacances bien méritées et puis à tout bientôt. Je me réjouis de me reposer un petit peu. Merci beaucoup. Des travaux à Genolier, avis aux automobilistes, du 5 mars et jusqu'au mois d'août. Les routes du village seront en plein travaux. Toutes les explications au micro de Rodolphe Henner. Alors, le but principal, c'est de refaire le tapis et puis de mettre un tapis sonophobe. Donc ça, c'est une obligation, c'est une loi. Donc comme vous avez vu, peut-être on a un budget de 2,5 millions. Et puis on va faire par exemple un trottoir sur la route de la Saisie qui sera éclairé. Il y a peut-être des aménagements sur l'entrée des villages qui seront un petit peu plus marqués. Donc on va commencer par le chemin du Champ des Pierres parce que là, comme vous voyez, il fait froid, donc on ne peut pas faire n'importe quoi tout de suite. Donc on va commencer le chemin du Champ des Pierres qui est en bas au village et qui a besoin de faire un encaissement, qui a besoin de... Et ça va prendre 3 semaines. Après ça, on va faire la route de Duyé. Et après, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc route de Duyé, route de Coinsin, route de la Saisie, route de la Gare, et on termine avec la route de Trélay. On va commencer le 5 mars, et puis on devrait terminer vers la mi-août. Sur ces routes-là, donc ce qu'on va faire, ce sera donc de la circulation en sens unique, avec le principe de renvoyer la circulation sur le centre du village pour que les gens puissent choisir après quelle route ils veulent reprendre pour passer dans l'autre sens. Genolier, mais pour une raison festive cette fois-ci avec le carnaval, même 2 pour le prix d'un sur le plateau puisqu'on parle du carnaval de Genolier qui fête son 25e anniversaire, mais aussi du carnaval de Chavannes de Bogie. On aura nos invités tout à l'heure, mais tout d'abord, petit tour du côté des préparatifs, du côté de l'Office du tourisme avec Rodolphe Henner. Genolier s'apprête à fêter ce week-end son 25e carnaval. Et si tout est déjà prêt, reste encore à le faire savoir aux habitants du district. À l'Office du tourisme de Nyon, on s'active pour annoncer l'événement, décorant avec soin et ferveur une vitrine mise à disposition. Il faut ainsi tracer le lettrage, préparer les couleurs et bien sûr peindre avec le plus de précision possible, puis régulièrement sortir pour vérifier que tout soit bien ajusté. On attend qu'une partie, en tout cas de la région, sache que le carnaval a lieu. Et puis, c'est vrai qu'il est surtout connu des villages alentours. Mais si on peut toucher aussi plus bas, au bord du lac Léman, Nyon et alentours, c'est aussi une bonne chose pour nous. Que les gens viennent déguisés, prêts à faire la fête, à passer un bon moment avec nous. Et puis, c'est vraiment un carnaval axé sur les enfants. Donc, il ne faut pas hésiter à venir en famille avec les grands-parents, les parrains, les marraines, tout le monde. Reste désormais plus qu'à attendre que tout le district se déplace ce samedi à Genolier. Le carnaval de Genolier, donc, pour son 25e anniversaire ce samedi 3 mars. Et du côté de Chavannes de Bogie, c'est le 24 mars. Nos 2 invités sont avec nous pour en parler. Eh bien, bonjour à vous, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Honneur aux dames, on va commencer par le 25e anniversaire à Genolier. Qu'est-ce que vous nous préparez ? Alors, on vous prépare une belle manifestation qui s'adresse aux plus petits, donc depuis tout le premier âge, même à la crèche, allant jusqu'aux plus grands, aux ados, aux adultes qui veulent venir costumer. Cette année, on a un fil rouge qui est le thème le cirque. Donc, on a eu la chance de pouvoir travailler avec l'école de cirque de Morges, le cirque Coquino, qui sera à nos côtés pour animer tout le long du cortège et qui nous fera un super spectacle après aussi. Et à 13h, avant le cortège, ils nous feront un atelier de boules d'équilibre qui est ouvert à tous les enfants, ados, tous ceux qui veulent venir se tester un petit peu et voir s'ils ont de l'équilibre. On aura aussi la chance d'accueillir la Gougoune des Cantons,
qui vient d'Yverdon, qui est une gougoune composée que d'enfants. Une trentaine d'enfants seront présents pour nous faire une belle démonstration et animer la rue. Parce que je crois que c'est un petit peu votre spécialité. J'ai du mal à parler aujourd'hui avec le froid, décidément, on recommence. C'est un peu votre spécialité aujourd'hui, c'est le carnaval pour les enfants, faire un carnaval spécialement pour les enfants. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'à la base, le carnaval a été lancé il y a 25 ans. Il a été tenu souvent par celle qui s'occupe du bac à sable, qui est le jardin d'enfants de Genolier. Donc, des petits-enfants avant l'âge scolaire, c'est elles qui ont lancé ça, qui a été repris. Et on a voulu rester dans cette ambiance de faire pour les enfants en bas âge, à scolaire aussi après, mais que ce soit accessible à ces petits-enfants, en fait. Donc, avec un cortège, si possible, pas trop long, il dure 1 heure de temps. Parce qu'après, ils ont du mal à rester réveillés, vous me disiez. Voilà, après, ça devient un peu dur des fois pour certains petits, de pouvoir partager et vivre cet événement avec tout le monde, quoi. Du côté de Chavannes-de-Bougie, c'est donc le 24 mars. Qu'est-ce que vous nous avez préparé pour cette édition ? Alors, c'est une édition qui a réuni 3 gugunes, des bonnes gugunes, parce que c'est un peu ce qui nous tient à cœur, pour que les gens aient plaisir à venir. Notre carnaval est plutôt pour des adolescents et des adultes, puisqu'on va jusque tard dans la nuit. Et il y a une gugune qui vient du Chable, le Chénégouga, il y a une gugune de Montet, les Pitbulls, et puis on a notre gugune fétiche, c'est la 3e année qu'elle vient, c'est la gugune des Kratzets d'Yverdon. On parle du carnaval comme finalement une manifestation qui est ancestrale. Pourtant, dans vos cas, c'est des carnavals tout jeunes, 25 ans, je crois 4 ans pour Chavannes-de-Bougie. Donc, quelle est la différence ? Est-ce qu'il y a toujours quand même ces traditions qui sont là ? Je ne sais pas qui veut s'exprimer pour cette question colle, je vois la peur. La tradition du carnaval, c'est clair qu'elle n'est pas romande à la base. Elle nous vient nos chers amis allemands et suisses allemands. Après, je pense notre but en tant que roman, ce qu'on a discuté aussi avant, c'est d'animer nos villages, c'est de leur donner vie. Et le carnaval est une magnifique animation qu'on peut partager justement du plus jeune âge jusqu'au plus âgé et qu'on peut faire en famille, en amis. Et je trouve que c'est une belle occasion d'animer une région et un village. Vous avez parlé tout à l'heure de Guggen, on peut penser à ces carnavals, mais par exemple au Brésil, qui n'a rien à voir, un peu dénudé, déshabillé, ça vous donne pas envie ? Alors ça nous donne envie. On avait contact avec un groupe brésilien qui est stationné à Genève, mais ça s'est pas réalisé parce que le comité n'était pas tout à fait pour. Mais peut-être qu'à l'avenir, pourquoi pas. Et surtout, je pense, c'est de faire venir peut-être une guggen baloise d'un grand carnaval qui pourrait nous animer et puis attirer du public, parce que notre gros problème, c'est le public. Parce qu'à la base, ça sert aussi à ça, justement, à attirer du public dans les communes. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on accueille ces carnavals, peut-être dans d'autres régions qui sont Nyon, Gland, des grandes villes ? C'est difficile de mobiliser les grandes villes. J'ai, moi, personnellement, le sentiment que ces grandes villes ne veulent pas, ont peur qu'on ait des manifestations qui grandissent quelque part, parce que pour qu'un carnaval dure, il faut qu'il grandisse. Et du coup, le secret pour fêter un bon carnaval, qu'est-ce que ça serait ? Pour moi, c'est des bonnes gugunes et un bon esprit de fête. Vous avez déjà choisi votre déguisement ? Oui. Qu'est-ce que ça sera ? Du côté de Genolier, alors, pour vous. Comme on est sur le cirque, nous, on va rester sur les présentateurs. Donc, on mettra le chapeau, le petit nœud pape et on sera assez classe. Et du côté de Chavannes-de-Bougie, qu'est-ce que... On a un déguisement un peu classique, vénitien. Et puis, autrement, les gugunes viennent avec leur déguisement propre. Donc, n'hésitez pas à la maison à y aller. C'est à Genolier le 3 mars et à Chavannes-de-Bougie le 24 mars avec de la musique, de la nourriture, tout ce qu'il faut pour faire la fête. Merci d'avoir été avec nous, chers invités, et bon carnaval. Merci. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. À suivre le débat avec Nasrat Latif, le sport avec Joël Brunner. Et puis un grand salut à Rodolphe Fener de toute l'équipe de la rédaction. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci.